Il vient, on fait l'entretien, ça se passe super bien. Et comme ça se passe super bien, je lui dis « Merci, j'ai passé un super moment. Je vous rappelle ». Et là, il me coupe. Il me dit « Moi aussi, j'ai passé un super moment, je vous rappelle ». Et là, mais je suis vexé comme un pou. Hein. D'où tu me rappelles, t'es qui toi? Tu te prends pour quoi? Et là, je réfléchis et je dis « Mais attends, il t'a parlé de 3 autres restos qui sont sur lui. Moi, je savais qu'il y en avait encore un autre parce que le patron, je le connais, il me l'avait dit. Ça veut dire qu'on est 5. Au minimum, on est 5. Et moi, j'ai que lui. Qui est-ce qui va rappeler l'autre? Qui est-ce qui choisit? Bien sûr que c'est lui. » Dans une France où 6 millions de personnes cherchent un emploi, plus d'1 million de postes restent vacants. C'est le paradoxe que vous expliquez dans votre dernier ouvrage. Quels sont ces secteurs? Les secteurs qui sont en tension sont les secteurs historiquement les plus connus, qui sont évidemment l'agriculture, les services à la personne, le bâtiment, la restauration, l'hôtellerie, l'industrie. Mais en fait, c'est 80% des secteurs qui sont en tension aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup moins du fait qu'il n'y a pas de juristes en France, que les assurances, les banques ont du mal à recruter, du mal à fidéliser, parce qu'il n'y a pas que recruter, il y a aussi garder les salariés. On estime qu'il y a à peu près au moins plus d'1 million de postes à pourvoir en France, pour à peu près 6 millions de chômeurs dans le même temps. Moi, c'est ça que je trouve dingue. Dans le même pays, au même moment, vous avez 6 millions de personnes sans emploi et vous avez plus d'1 million d'emplois sans personne. C'est pas de l'idéologie, là, c'est du concret et c'est juste pas normal. Vous êtes vous-même chef d'entreprise. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confronté? Je dirige un groupe média et donc j'ai principalement des journalistes et que c'est le métier le moins en tension de France. Quand je mets une annonce, j'ai 250 candidatures en une semaine et en 2020, j'ai racheté un resto et je mets le même jour une annonce pour un chef qu'une annonce pour un journaliste dans mon agence. J'ai 250 candidatures, 290 candidatures même en moins de 10 jours d'un côté et de l'autre côté rien. Zéro. Et je prends dans la tronche, mais de manière très brutale, que je savais existant, les tensions du marché de l'emploi. Tu te bats toute la journée pour essayer de faire en sorte que ta boîte elle attire des clients, en l'occurrence mon resto. Essaye de réfléchir à une carte, à des produits locaux, à des horaires d'ouverture, à une équipe chaleureuse, enfin tout ce qu'on peut pour essayer d'attirer le client. Le client est là. Nous, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et en fait, tu peux pas le servir parce que t'as personne pour travailler dans ton resto. Donc tu es obligé de dire que tu es complet alors que tu l'es pas. Tu es obligé de fermer. Moi, j'avais été très marqué quand je suis arrivé dans le secteur de la restauration par le niveau des salaires que j'avais trouvé très bas pour un métier pas facile. Quand vous êtes serveur par exemple, il faut être à la fois très organisé, rigoureux, avoir un sens du client, être chaleureux, très bon commercial. Donc ça demande énormément de compétences pour un SMIC à peine amélioré et en même temps avec un pouvoir d'agir qui est quand même relativement limité. On est dans un métier où les marges ont 6 à 7% en moyenne nationale, donc plutôt très faible et ça s'est pas arrangé en post-Covid avec l'inflation et l'explosion des matières premières. Le drame quand il y a personne qui postule chez vous, c'est que bien sûr toi tu es obligé de fermer, mais l'autre drame c'est que tu peux pas choisir. Et donc on est amené à prendre des gens dont on sait qu'ils ne vont pas être bien. Quelqu'un qui sent l'alcool et t'as un bar, c'est catastrophique. Mais tu vas le prendre parce que sinon il n'y a personne et que tu es obligé de fermer. Vous remarquez un inversement des valeurs salariales. Qui recrute vraiment l'autre aujourd'hui entre le patron et le candidat? Quand tu as du mal à recruter, effectivement, tu es dans une opération séduction. Donc le pouvoir, il a changé de camp. Ça fait quelques années déjà, mais ça s'est vachement exacerbé avec le Covid. J'ai un espèce d'entretien de recrutement en fait, qui m'a dépucelé en gros là-dessus. Je trouve pas de chef. Je passe 3 semaines, 0 candidature. On me parle vaguement de quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui reviendrait s'installer en France, qui serait chef, qui connaîtrait bien le coin, qui serait très sympa. Bon, le mec, je fais tout pour avoir son numéro, je finis par avoir son numéro et je décroche un entretien. C'est la réalité. C'est moi qui décroche un entretien avec lui. Il vient, on fait l'entretien, ça se passe super bien. Et comme ça se passe super bien, je lui dis « Merci, j'ai passé un super moment. Je vous rappelle ». Et là, il me coupe. Il me dit « Moi aussi, j'ai passé un super moment, je vous rappelle ». Et là, mais je suis vexé comme un pou. Hein. C'est un peu d'égo quand même. D'où tu me rappelles, t'es qui toi? Tu te prends pour quoi? Heureusement, ça sort pas, ça reste coincé là. Et là, je réfléchis et je dis « Mais attends, il t'a parlé de 3 autres restos qui sont sur lui. » Moi, je savais qu'il y en avait encore un autre parce que le patron, je le connais, il me l'avait dit. Ça veut dire qu'on est 5. Au minimum, on est 5. Et moi, j'ai que lui. Qui est-ce qui va rappeler l'autre? Qui est-ce qui choisit? Bien sûr que c'est lui. Et donc ma réponse, ça a été « Comment je peux vous convaincre ? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place ?» On l'a convaincu, en l'occurrence, sur le rythme, justement, sur le fait qu'il pouvait travailler surtout le midi, moins le soir, qu'il avait 3 jours de repos consécutifs par semaine, c'était important pour lui, il avait une petite fille, etc. Mais c'était ça, moi, la grande prise de conscience, elle est là, que oui, le rapport, il s'inverse dans tous ces domaines-là très en tension. La restauration, en l'occurrence, et la cuisine en particulier, paye sans doute des décennies à avoir peut-être pas très bien traiter les gens qui y travaillaient. C'est un métier assez violent par nature, pourtant si beau et si passionnant, mais on a été peut-être un peu trop loin dans le culte de l'individualité et qu'il y a un moment donné où l'intérêt collectif, ou en tout cas l'intérêt individuel de l'entreprise en tant que personne morale, on l'a un petit peu laissé de côté. En revanche, c'est vrai que je suis prudent sur le fait qu'on jette le paternalisme aux orties un peu trop facilement, et notamment dans les moments de tension économique que traversent là par exemple un certain nombre d'entreprises, où il y a quand même un besoin qu'il ne faut pas oublier, qui est exprimé dans toutes les études sur le bonheur au travail, l'épanouissement au travail, c'est un besoin de sécurité. Ou quand on est dans des situations un peu d'inquiétude, il y a un regard un peu pyramidal. L'image du patron, j'ai écrit qu'effectivement les patrons n'étaient pas très bien vus. Dès qu'il y a des abus, il y a tout de suite des postures assez caricaturales. 99% des entreprises en France
sont des petites boîtes. Je dis pas petits patrons gentils et grands patrons méchants parce que c'est complètement stupide, mais il y a beaucoup de patrons de grandes boîtes qui sont pas des patrons, qui sont des dirigeants salariés. Ça change tout. Quand Carlos Tavares, il s'en va de Peugeot, il s'en va, il prend son chèque et voilà. Quand vous êtes le patron et que vous avez mis vos billes dans l'entreprise, c'est pas exactement la même histoire. Après, chef d'entreprise, c'est pas le héros des temps modernes, ça fait rêver personne. Comme vous le soulignez, 47% des patrons de TPE gagnent moins de 1 500 € par mois, plus d'un quart émarge à moins de 1 000 €, en dessous du seuil de pauvreté donc. Peut-on encore vivre aujourd'hui de son activité en France en tant que petit entrepreneur? C'est une vraie voie d'accomplissement de soi, l'entrepreneuriat, avec plein de moments de grande fierté, des moments de grandes angoisses. Patron, c'est bosser 80 heures par semaine en moyenne, c'est 25% des patrons qui gagnent moins de 1 000 € par mois. Beaucoup ne se payent pas pendant les 3 premières années d'activité, et c'est ça la réalité du chef d'entreprise en France. Un entrepreneur, par nature, c'est quelqu'un qui croit en demain, sinon il reste sur son canapé devant la téloche. Et donc j'y vais, et je prends des risques. Je mets de l'argent, j'emprunte, je m'endette, je recrute alors que je suis peut-être pas du tout un spécialiste de ça, je sais pas comment on manage. Ça me fait un peu peur en 2025 de manager, de gérer les humains. Depuis le Covid, c'est pas beaucoup plus facile qu'avant. C'est même un peu plus difficile parce que justement les aspirations sont nombreuses, différentes, compliquées à concilier avec un intérêt collectif ou avec l'intérêt de la boîte. Il y a cette charge mentale qui vient tout le temps, qui nous accompagne en permanence et notamment dans les moments de tension économique, c'est est-ce que je vais pouvoir payer ça à la fin du mois. Celle-là, elle est très forte. Enfin, tous ceux qui jugent les patrons mais qui n'ont pas vécu ça, il faut qu'ils se taisent, quoi. Enfin, à un moment donné, cette pression-là, cette responsabilité-là, elle est permanente. Moi, j'ai revendu le bar dont on a parlé tout à l'heure, je l'ai revendu il y a 1 an, j'étais monté à 125 heures semaine. C'est-à-dire que je rentrais chez moi le samedi à 3h du mat, et le dimanche à 7h, j'avais le réveil qui sonnait pour repartir en cuisine. Et j'étais en 7/7. Il y a un moment où je dis stop, c'est plus possible, j'ai plus envie, physiquement je tiens plus, j'ai des enfants, donc non. Et je crois que ce sentiment-là, il est universel. Chez les chefs d'entreprise, il est présent aussi. Je dis pas qu'ils y arrivent facilement, mais en tout cas, je pense que tout le monde aspire à avoir un temps de loisir un peu plus important, des temps de famille ou des temps pour voyager, j'en sais rien, mais en tout cas, avoir du temps pour soi. Je crois qu'on parle d'une génération qui est la plus engagée. Il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas envie de s'engager dans l'entreprise. D'autant plus que c'est aussi une génération qui s'ennuie peut-être un peu plus vite que les précédentes. Plutôt en tout cas de se dire ils veulent rien faire et on se comprend pas, d'essayer de comprendre ce qu'ils ont envie de dire et ce qu'ils attendent de nous et d'essayer de s'engager à leur côté, je crois que c'est passionnant.